En 1957, le lancement du premier satellite au monde par l'Union soviétique a déclenché une crise de la guerre froide qui est connue sous le nom de la course à l'espace. Pour vaincre l'avance soviétique, le président John Kennedy a déclaré ouvertement que la ligne d'arrivée était la Lune. Avant d'envoyer des humains, la stratégie américaine prévoyait de lancer d'abord des engins spatiaux robotiques, une tâche confiée au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. L'ambition du JPL était d'explorer les planètes. Mais à la surprise du laboratoire, même l'atterrissage brutal d'un vaisseau spatial sur la Lune s'avérait une expérience humiliante. C'était un voyage particulier vers l'inconnu. Personne ne savait vraiment où ce voyage allait les mener. Alors aujourd'hui, venez avec moi dans cette grande aventure de l'ère spatiale. Destination, la Lune. En octobre 1957, l'Union soviétique a choqué le monde avec le lancement du premier satellite en orbite autour de la Terre, Sputnik. La réponse de l'Amérique, eh bien, c'est un satellite appelé Vanguard, qui a également été un événement surprenant et spectaculaire à sa façon. Vanguard ne serait qu'un parmi une longue série de revers pour le programme spatial des États-Unis. Lors d'une visite aux États-Unis en 1959, le premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev s'est assuré de souligner la disparité entre les deux nations. Une fusée lunaire réussit à annoncer l'arrivée de Khrouchtchev en Amérique. Ben oui, un exploit scientifique largement capitalisé par la propagande rouge. Il a donné une base solide aux vantardises de Khrouchtchev sur les réalisations soviétiques, ça c'est certain. Les espoirs de l'Amérique de participer à la course à l'espace reposaient sur sa nouvelle agence spatiale, la National Aeronautic and Space Administration, ou NASA. La NASA a reçu un assortiment d'installations techniques dispersées à travers le pays. L'un d'eux était le Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie. Dans mon livre à moi, c'était le cœur du corps de la NASA. Ce centre de recherche était alors, comme aujourd'hui, géré par des employés de l'une des universités d'ingénierie les plus renommées au monde, le California Institute of Technology. Les JPL-ers, je vais les appeler de même, ceux qui travaillent au Jet Propulsion Laboratory, une grande famille là-bas, ils étaient habitués à une tradition d'indépendance. Du point de vue du JPL, la NASA était un nouveau venu sans portefeuille. En revanche, JPL avait construit des missiles et le premier satellite américain avec succès. Explorer One, dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, allez la voir. Déjà un endroit rempli d'ingénieurs confiants, cette réalisation avait encore renforcé l'estime de soi de JPL. Donnez-nous de l'argent, faites-nous confiance et nous vous donnerons un produit parfait. JPL était dirigé par William Pickering, le néo-zélandais de naissance. Oui, Pickering est venu à Caltech pour étudier le génie électrique et est devenu le directeur du laboratoire. Lorsque la NASA demandait à Pickering ses idées pour le programme spatial robotique du pays, il a répondu avec un plan ambitieux qui appelait le JPL à faire voler une armada de vaisseaux spatiaux vers la Lune et les planètes voisines. Puis en termes concrets, il représente la plus grande aventure à venir de l'homme, une recherche de vie sur d'autres mondes. Les dirigeants de la NASA qui considéraient la Lune comme la priorité ont été choqués par les aspirations de Pickering à atteindre si vite les planètes. Mais le directeur du JPL était resté fidèle au ciblage des planètes tout en répondant à l'insistance de la NASA pour atteindre d'abord la Lune. Dans la course à l'espace, Pickering a souligné que la Lune avait déjà été perdue pour les Soviétiques. Selon lui, le seul espoir de victoire de l'Amérique était d'aller sur un terrain de jeu plus vaste, l'ensemble du système solaire. Que la destination soit la Lune ou les planètes, personne n'irait nulle part sans une fusée fiable. Pour ces programmes humains et robotiques, les plans américains appelaient à modifier les missiles militaires, mais il y avait leurs propres problèmes. Faute d'une fusée suffisamment puissante pour atteindre une planète, le JPL n'a eu d'autre choix que de réduire ses attentes et de cibler d'abord la Lune. La stratégie préconisée pour construire d'abord un vaisseau spatial qui pourrait obtenir des images rapprochées de la Lune avant de s'écraser sur la surface lunaire. Et ces engins spatiaux appelés Rangers devaient être conçus et construits au JPL. Un second type d'engin visiterait les planètes proches de Vénus et de Mars. Pendant ce temps, JPL devait sélectionner et gérer le travail d'un entrepreneur industriel qui construirait un troisième type de vaisseau spatial capable d'atterrir en douceur sur la Lune. Ce qui semblait être le moins difficile de ces trois vaisseaux spatiaux étaient les Rangers qui s'écrasaient sur la Lune. Vous n'avez pas besoin d'antennes à gain élevé ou des panneaux solaires pour aller sur la Lune. Vous avez juste besoin d'une pile puis d'une antenne. C'est tout.
Jim Burks était responsable des Rangers. Il était diplômé de Caltech. C'est un ancien aviateur naval qui avait appris son métier au JPL en construisant des missiles pour l'armée. Burke était très apprécié pour son enthousiasme contagieux et son style informel. Un comportement qui ne laissait guère entrevoir l'énorme pression qu'il subissait maintenant. Burke insiste sur le respect d'un horaire. La mécanique céleste, s'il le savait, n'attendait personne. Les Russes non plus. Mais Burke a rapidement été pris dans un conflit entre le calendrier et la science. Il voulait apprendre à piloter son vaisseau spatial avant de virer de bord sur les principales cargaisons scientifiques. La NASA a répliqué qu'il n'y avait aucun intérêt à simplement frapper la Lune. Ça avait déjà été fait par les Soviétiques. Ensuite, à la grande consternation de Burke, Rangers a été confronté à une exigence surprise de la NASA. En réponse aux préoccupations des scientifiques selon lesquelles Rangers pourrait transporter des micro-organismes susceptibles de contaminer la surface lunaire, eh bien, le vaisseau spatial devait être stérilisé. Ça, c'est la NASA qui voulait ça, mais comment stériliser un vaisseau spatial gros comme ça? La réponse à l'horreur des ingénieurs du JPL a été de faire cuire le vaisseau spatial à des températures supérieures à 121 degrés Celsius, soit 250 degrés Fahrenheit pendant plus de 24 heures. Ce que cela ferait à un vaisseau spatial non éprouvé était complètement une énigme. Il y avait toujours un problème que l'équipe n'avait pas le pouvoir de contrôler ou de résoudre. Quelle fusée fera décoller Rangers? La fusée du premier étage était un missile balistique intercontinental converti de l'Air Force appelé Atlas. Il lancerait Rangers en orbite terrestre. La deuxième étape, appelée Agena, consistait à lancer le vaisseau spatial hors de l'orbite terrestre et sur la Lune. C'était en retard et gêné par des problèmes techniques. Étant donné que c'était une mission à haut risque, eh bien, il y a eu 2 engins spatiaux Atlas Agena qui ont été lancés juste pour voir si c'était possible. Le matin du 23 août 1961, le Rangers 1 a décollé de Cap Canaveral en Floride. Tout s'est bien passé pendant les 90 premières minutes. Ensuite, la télémétrie a montré que quelque chose s'était mal passé avec la fusée Agena du 2e étage. Les stations de suivi étaient toutes concentrées sur la partie du ciel où le vaisseau spatial devait se trouver, puis il n'y avait pas de signal. Et finalement, ouais, quelqu'un a eu la brillante idée, bravo, de retourner les antennes et les pointer dans l'autre direction, puis il était bien là. Bien que cette première mission visait uniquement à faire le tour de la Terre, elle n'a pas réussi à atteindre une orbite appropriée. Conçu pour voler à l'énergie solaire continue, le Rangers 1 est plutôt passé dans l'obscurité, une perte d'orientation toutes les 90 minutes. À chaque fois que le vaisseau spatial confus sortait de l'obscurité, il reprenait le soleil et allumait ses moteurs pour retrouver une position correcte. En 24 heures, le carburant du Rangers était complètement épuisé. Le Rangers 1 a langui 7 jours avant d'être incinéré alors qu'il rentrait dans l'atmosphère au-dessus du golfe du Mexique. Et 3 mois plus tard, c'était le tour du Rangers 2 qui a connu le même sort de feu lorsqu'une fois de plus, la fusée Agena du 2e étage n'a pas réussi à tirer correctement. Les 2 premiers Rangers étaient des vols d'essai en orbite terrestre. Les enjeux étaient beaucoup plus importants pour Rangers 3. Cette fois, Rangers 3, la destination, eh bien, c'était la Lune. Pourtant, pour une 3e fois, un échec de fusée a condamné la mission. Encore un problème de lanceur, mais dans ce cas, c'était pas le lanceur qui a pas réussi à donner un boost, ça a donné un boost trop important en réalité. Mais tout ce qui s'était mal passé ne pouvait pas être mis sur le dos de la fusée. L'ordinateur central de Ranger 3 a échoué, faisant perdre son orientation au vaisseau spatial. Et au lieu d'images de la surface lunaire, le vaisseau spatial a renvoyé un écran vide. Donc, Ranger, c'était loin d'être un succès, là. Au 4e essai, les fusées Atlas et Agena ont finalement fonctionné. Mais dès que Rangers 4 s'est séparé de l'Agena, l'horloge principale du vaisseau spatial dans l'ordinateur central a cessé de fonctionner. Et sans cerveau, aucune autre commande ne pourrait être exécutée. Le Rangers insensible s'est écrasé sur la face cachée de la Lune, mais n'a fourni aucune image ni aucune science. Complètement raté, un échec total, c'était décourageant. Rangers, retenez ce nom, c'était un flop total. Sincèrement, là, pour l'instant, 1, 2, 3, 4, là. Certains médias américains désespérés de trouver quoi que ce soit de positif à dire ont révélé le fait que pour la première fois, un vaisseau spatial américain avait au moins effectivement heurté la Lune. JPL a continué à avancer avec sa 5e tentative. Le préparatif du vol du Ranger 5 se poursuit à Cap Canaveral. Certaines modifications ont été apportées à cet engin pour éventuellement éliminer l'échec inexpliqué qui s'est produit dans le Ranger 4. Pour la 2e fois, les fusées ont fonctionné, plaçant le Ranger sur une trajectoire pour entrer en collision avec la Lune. Mais encore une fois, le vaisseau spatial a mal fonctionné. Les contrôleurs au sol ne pouvaient que regarder la perte de courant électrique suivie de la réalisation inachevée de Ranger 5. Encore une autre mission ratée, Ranger 5. Vous pensiez que la conquête lunaire, c'est un jeu d'enfant?
Les ingénieurs du JPL, autrefois confiants, sont maintenant profondément ébranlés. Un atterrissage forcé sur la Lune avait été la moindre de leurs ambitions. Beaucoup des ingénieurs du projet ont dû témoigner devant le Congrès. Un comité spécial a été mis en place pour les surveiller. Je peux vous dire que c'était vraiment pas un moment agréable. Qu'est-ce que se demandaient les ingénieurs du JPL? Qu'est-ce qui avait causé tous ces problèmes? Pensez-vous qu'ils dormaient bien la nuit, eux? Est-ce que toutes les expériences scientifiques, dont beaucoup ont été ajoutées tardivement, ont submergé les ingénieurs? La stérilisation a-t-elle grillé l'électronique? Trop de priorité à la planification avait été mise? Des changements ont été exigés par la NASA et des têtes ont commencé à sauter, les mises à pied. L'un d'eux était, bien sûr, le chef du projet des Rangers. Jim Burke, qui a passé un moment difficile, disons qu'il était découragé, puis se voyait comme un perdant, il a même pensé au suicide. C'était son rêve, son ambition, il fallait qu'il trouve des solutions, sa tête était remplie, puis finalement, bye bye, on t'engage plus, c'est fini, terminé. Même au milieu de la crise des Rangers, JPL travaillait dur sur d'autres missions. À l'été 1962, les derniers préparatifs étaient en cours pour la première tentative américaine d'atteindre le voisin planétaire le plus proche de la Terre. Vénus offrait la meilleure chance à un vaisseau spatial d'atteindre sa destination. Le vaisseau spatial n'était cependant pas ce que les ingénieurs du JPL avaient initialement prévu d'envoyer. Il devait y avoir un vaisseau spatial de deuxième génération qui a été spécialement conçu pour aller sur Mars et sur Vénus. Mais la conception n'était pas assez avancée pour être utilisé. Ce fut donc attention, Rangers qui a été rebaptisé Mariner 1 puis Mariner 2, mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Il était rusé. JPL commençait également à comprendre l'importance de souligner auprès du public les risques liés à l'exploration spatiale. Le vaisseau spatial devait fonctionner sans surveillance pendant près de 4 mois. Mariner 1 a décollé de la rampe de lancement le 22 juillet 1962. Au début, tout s'est déroulé comme prévu lorsque la fusée Atlas a accéléré à Mach 1, 2 et 3. Et ensuite, l'Atlas a commencé à faire des queues de poisson et à dévier de sa trajectoire. Mariner n'était qu'à quelques secondes de se séparer de la fusée errante lorsque l'officier de sécurité du champ de tir n'a eu d'autre choix que de donner l'ordre de destruction. Encore un échec de Ranger/Mariner. L'analyse a montré que la cause de l'échec de la fusée était une erreur logicielle. Un seul symbole de code mal placé avait entraîné la perte du premier vaisseau spatial américain destiné à une autre planète. Une fois le problème logiciel corrigé, Mariner 2 a décollé et a commencé son voyage de 3 mois et demi vers Vénus. Et un des premiers événements critiques a été le déploiement des panneaux solaires pour convertir la lumière du soleil en énergie électrique. Alors que Mariner 2 s'éloignait de la Terre, la force du signal continuait de baisser. Et si le signal ne pouvait pas être amplifié, toutes les communications cesseraient bientôt. Il n'y aurait pas de retour scientifique, seulement un autre échec de mission. Et quelques jours seulement avant qu'il n'ait cessé de pouvoir suivre, la force du signal est revenue, puis ils ont pu faire le reste de la mission à la perfection avec ce tracker terrestre. Et un autre problème urgent était de maintenir Mariner 2 sur la bonne voie. En rapprochement, ils ont donc décidé de procéder à la correction de trajectoire. Les ingénieurs de Goldstone envoient des commandes de roulis, de tangage et de vitesse au vaisseau spatial. Le moteur va bien et s'arrête à temps. Maintenant, il faut attendre. De nouvelles données de suivi détermineront si la trajectoire de vol a été corrigée. Puis pendant 100 jours, les ingénieurs du JPL ont travaillé 24 heures sur 24 pour stabiliser ce qui devenait un vaisseau spatial de plus en plus gênant. Et en décembre, Mariner 2 se rapprochait rapidement de Vénus, mais était dans un état précaire. Des parties du vaisseau spatial surchauffaient. Plusieurs capteurs de télémétrie critiques avaient complètement cessé de fonctionner. Il fallait toute l'énergie que les panneaux solaires pouvaient produire pour maintenir le fonctionnement du vaisseau spatial. Le 14 décembre, Mariner 2 a fait son approche la plus proche de Vénus, volant une distance de 32 186 km. À Pasadena, un flux constant de données scientifiques est revenu sous forme de sons audibles tout au long du contrôle de la mission. Les scientifiques étaient ravis, bien que la plupart des résultats étaient plus des confirmations que de nouvelles découvertes. Mais il n'y avait pas de caméra embarquée, donc il n'y avait pas d'image. Il n'y avait également aucun signe d'un champ magnétique ou d'une ceinture de rayonnement comme celle de la Terre. Pour une planète considérée comme la jumelle de la Terre pour sa taille et sa proximité, Vénus s'est révélée être un monde infernal rempli de dioxyde de carbone où les températures de surface sont suffisamment chaudes pour faire fondre le plomb. Si le retour scientifique a été modeste, la réaction du public à la prouesse technique a été énorme. Pour la première fois, les États-Unis pourraient pointer
été leur première dans la course à l'espace. C'est une période de fierté pour les États-Unis. Le magazine Time a proclamé « Aucune réalisation d'un cosmonaute russe ou d'un astronaute américain, ni expérience faite par l'un des myriades d'autres satellites qui ont été lancés en l'air n'a autant appris à l'homme que l'improbable voyage de Mariner 2. » William Pickering s'est retrouvé en vedette sur le couvercle de Time. Pasadena a honoré le directeur du JPL en le nommant Grand Marshal de la parade du tournoi des roses. Bravo champion. La NASA a organisé pour Pickering et son équipe de direction une rencontre avec John Kennedy au White House, à la Maison-Blanche. Dans le bureau ovale, ils ont présenté au président un modèle du vaisseau spatial. Mariner 2 a probablement sauvé Pickering de son travail et du JPL, son rôle de leader dans l'exploration du système solaire. 20 jours après avoir passé Vénus, Mariner 2 a transmis une heure de télémétrie puis est devenu silencieux. Et aujourd'hui, eh bien, le vaisseau spatial est un morceau de métal muet qui tourne sans fin autour du Soleil. Mais à l'intérieur de la couverture thermique du vaisseau spatial se trouve un petit drapeau américain secrètement placé à bord, un acte patriotique pour honorer la toute première dans l'espace pour les États-Unis. Le succès de Mariner 2 et d'une équipe de Rangers reconstituée a fait naître l'espoir que la prochaine tentative de frapper la Lune serait différente des 5 tentatives précédentes. Le nouveau chef du projet Rangers était Bud Schirmer. Son curriculum vitae était identique à celui de son prédécesseur Jim Burke. Schirmer était également diplômé de Caltech et ancien aviateur naval. Les deux hommes étaient également des amis proches. L'exigence inquiétante de stérilisation du vaisseau spatial, autrefois considérée comme une préoccupation vitale, a été abandonnée. Au grand désarroi des scientifiques, toutes les expériences scientifiques ont été abandonnées sauf une. Renvoyer en direct des images de télévision de meilleure qualité que celles qui pouvaient être vues à travers des télescopes terrestres. Mais il y avait beaucoup de scientifiques qui disaient « Les images n'est pas de la science, ce ne sont que des informations publiques. » Mais ça a beaucoup évolué depuis parce qu'il y a tellement d'informations qui proviennent simplement d'une photo, vous n'avez pas idée. Lorsque Ranger 6, on est rendu à 6, déjà atteint la rampe de lancement en janvier 1964, il pouvait revendiquer la distinction d'être le vaisseau spatial le plus testé au monde. Je sais pas si c'était positif, là. La destination était une zone d'atterrissage candidate pour les astronautes d'Apollo. Les missions des Rangers étaient à l'origine destinées à aider à sélectionner ces sites. Malgré l'énorme retard, le mieux que Rangers pouvait faire était de fournir des images en gros plan de l'endroit où les planificateurs de la mission Apollo avaient déjà décidé qu'ils allaient aller. Le lancement du Ranger 6 s'est parfaitement déroulé. La seule anomalie est survenue lorsque la télémétrie a montré que la caméra de télévision du vaisseau spatial s'était inexplicablement allumée pendant 67 secondes. Mais tout aussi rapidement, la caméra s'était éteinte. Puis à part de ce problème mineur, tous les systèmes étaient normaux. Les navigateurs ont confirmé que le Ranger 6 était en plein dans le mille pour frapper la Lune aux premières heures du 1er février 1964. Un Pickering prudent a déclaré à la presse qu'il était prudemment optimiste. C'était un vol de 66 heures vers la Lune et tout allait bien. Alors que le vaisseau spatial s'approchait de la Lune, l'auditorium du JPL était bondé de journalistes. Ils ont tous écouté le contrôle de mission annoncer les dernières minutes de Ranger 6. 18 minutes avant l'impact lunaire, le vaisseau spatial a ordonné à ses 2 caméras de télévision de s'allumer et de se réchauffer. Il devait maintenant commencer à recevoir la vidéo et tout au long de ce dernier moment angoissant, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien. C'était vraiment déchirant. L'impensable, l'insupportable, l'incroyable. Après le missile Atlas, le 2e étage Agena et le Rangers lui-même qui avait pour la première fois effectué une mission parfaite. La caméra de télévision, l'unique objectif de la mission Rangers remaniée, n'avait pas réussi à s'allumer. Ça a été vraiment désastreux pour toute l'équipe. Une expérience très triste, probablement le point le plus bas de l'histoire du laboratoire. Vous avez 6 Rangers qui échouent. 6! À chaque échec, la pression sur le JPL devenait plus intense. Puis après le numéro 6, c'était vraiment une catastrophe. Le programme s'est arrêté, puis il y a eu une enquête du Congrès et un certain nombre d'enquêtes par le siège de la NASA. 6 mois après le débâcle de Ranger 6, JPL était prêt à réessayer. Le système de télévision qui avait échoué a été complètement retravaillé par l'entrepreneur de télévision et JPL. Il avait fallu travailler 3 équipes par jour, 7 jours sur 7. Le suivant, 7, a été une grosse pression. Il fallait absolument que ça marche. Le lancement, le déroulement pendant la croisière de 66 heures, c'était un vol classique. 3 jours après le décollage, l'auditorium du JPL était à nouveau rempli, au-delà de sa capacité de monde et de tension, vous aurez deviné. We have full power on F channel. Roger. Tous les enregistreurs et magnétophones enregistrent. La vidéo est très forte et très propre. Toutes les données vidéo étaient excellentes jusqu'à l'impact. We definitely are able to see craters. 3,
Impact has occurred at 1325. Les caméras fonctionnaient. Lorsque l'impact s'est produit, l'auditorium a éclaté dans une grande acclamation. Les gens se serraient la main et se serraient dans leurs bras. Certains ont pleuré. Plus tard dans la journée, après l'atterrissage brutal du Ranger 7, les photos les plus détaillées de la Lune jamais prises ont été présentées à une presse anxieuse. C'est un grand jour pour la science et c'est un grand jour pour les États-Unis. Ce qui a été réalisé aujourd'hui est vraiment remarquable. Nous avons fait des progrès dans la résolution des détails lunaires, non pas d'un facteur 10 ni d'un facteur 100, mais d'un facteur 1000. De toutes les questions auxquelles la NASA voulait répondre, la plus importante était de savoir à quoi ressemblerait la surface pour les astronautes d'Apollo. Était-ce solide? Est-ce que ça va supporter le poids des astronautes et du module d'atterrissage, le module LEM? Ou des couches de poussière s'empileraient-elles comme des sables mouvants lunaires et les avaleraient? La NASA avait espéré que les réponses viendraient de Surveyor. Il s'agissait de la première expérience du JPL dans la supervision pour le compte de la NASA du travail d'une entreprise aérospatiale. Et le processus ne s'était pas déroulé sans problème. Le programme des géomètres avait débuté en 1960 sous la forme d'un accord contractuel très indépendant. C'était comme ça que la NASA le voulait. En fait, la NASA espérait que JPL adopterait davantage les méthodes de travail de l'industrie, mais l'entrepreneur Hughes Aerospace luttait pour de bonnes raisons. Surveyor était beaucoup plus difficile techniquement que les Rangers. Ce vaisseau spatial devait non seulement atterrir en douceur sur la Lune, mais il devait le faire de manière autonome. Il était également prévu de renvoyer des images et des données scientifiques de la surface lunaire, non pas pendant une journée, mais pendant des semaines. Et en 1964, le projet dépassait son budget d'un facteur 5 puis était loin derrière son calendrier. Et à ce moment-là, la NASA s'est rendu compte que c'était l'entrepreneur qui avait réellement besoin d'apprendre des expériences du JPL avec Rangers et Mariner. JPL a donc reçu pour instruction de faire Surveyor sa priorité absolue. JPL a réagi en affectant des centaines de ses ingénieurs au projet. Surveyor serait le précurseur d'Apollo. Mesurant 3 mètres, soit environ 10 pieds de haut, les Surveyor pesaient plus de 907 kg, soit 2000 livres. Le premier était un modèle ne portant qu'une caméra de télévision. Le programme d'essai de Surveyor 1 s'était si mal passé que l'objectif principal de vol était uniquement de fonctionner pendant sa manœuvre à mi-parcours. On ne s'attendait même pas à ce qu'il frappe la Lune. Et à cette époque, ils ont lancé beaucoup parce qu'ils s'attendaient à des échecs. Le Surveyor 1 a été considéré par Hughes Aircraft et par le siège de NASA le jour de lancement comme étant une sorte de modèle de test technique. S'il avait atteint la majorité de ses objectifs, il serait plutôt content, mais il était assez évident qu'il s'attendait à un échec plus élevé. 63 heures après le lancement, Surveyor 1 n'était qu'à 1600 km de la Lune. La vitesse augmentait à mesure que l'attraction gravitationnelle de la Lune se faisait sentir. Surveyor 1 s'est posé à 8 km/h, à seulement une seconde de l'heure d'atterrissage prévu. Imaginez, la Lune derrière était très sombre comme prévu. Pour la première fois, un vaisseau spatial américain effectue un atterrissage en douceur sur un autre corps céleste. Surveyor 1 a opéré pendant 6 semaines, surprenant les ingénieurs en survivant à une nuit lunaire glaciale. Au total, le robuste atterrisseur a envoyé plus de 11 000 images avant que sa batterie ne cesse de fonctionner. Surveyor 1 repose maintenant là où il a atterri en juillet 1966, nous informant de sa présence en projetant une ombre silencieuse mais longue sur la surface lunaire. 6 autres géomètres ont été lancés au cours des 2 années suivantes, fournissant un trésor de science sur la Lune. Bien que 2 des missions aient échoué, le rapport croissant de succès à l'échec a démontré que le JPL apprenait clairement de ses erreurs passées. Et la NASA avait la réponse à sa question. La surface lunaire était solide et adaptée à l'atterrissage des futurs astronautes des missions Apollo. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune pour la première fois le 20 juillet 1969, le JPL pouvait souligner avec fierté qu'il avait contribué à créer la voie en fournissant la preuve qu'un atterrissage en douceur des astronautes d'Apollo était possible. Et tout ça a donné aux ingénieurs et à la NASA beaucoup de confiance sur le futur. Alan Bean était la 4e personne à marcher sur la Lune. Affecté à Apollo 12, la tâche de Bean et du commandant de mission Pete Conrad était d'améliorer la navigation d'Apollo 11. La première mission à atterrir sur la Lune avait
manqué son site d'atterrissage prévu de presque 7 km. C'était donc le plan de la NASA d'atterrir au bon endroit. C'était le travail qui leur a été confié. Apollo 12 était essentiellement une mission d'essai de cible d'atterrissage. Il fallait choisir un point de repère, puis au lieu de choisir un point dans le ciel, tout ça, ils ont choisi un point de repère au sol. Surveyor 3. Ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ne savaient absolument pas non plus où Surveyor 3 était avant d'atterrir. Bien oui, ils ont trouvé ce cratère puis ils ont atterri proche de celui-ci, mais il y avait trop de rochers en bloc. Alors ils ont survolé, ils ont atterri dans le coin le plus à droite. Ils savaient toujours pas que Surveyor 3 était là, mais c'était le bon cratère puis ils l'ont finalement trouvé. Hey, there it is. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. Outstanding. 42 degrees, Pete. Hey, it's started right from the center of the crater. Look out there. I can't believe it. Amazing. Fantastic. Parce que personne connaissait la position exacte, mais ils savaient qu'il était autour d'un cratère. Les panneaux solaires de la sonde étaient illuminés par le soleil. The old surveyor, huh? The old surveyor, yes sir. Does that look neat? It can't be any further than 600 feet from here. La mission Apollo 12 devait ramener sur Terre des parties de la sonde Surveyor 3, mais le vaisseau spatial avait atterri dans ce qui semblait être un cratère profond. Les deux astronautes ont donc commencé à parler de la façon dont ils allaient descendre pour le récupérer, mais c'était vraiment trop raide. Ils étaient susceptibles de glisser dans le cratère puis de plus pouvoir en sortir. N'oubliez pas qu'ils étaient seuls, là. Tu peux pas rester pris dans le cratère, à un moment donné, tu manques d'oxygène, puis il n'y avait pas de corde, il n'y avait rien. C'était pas si évident que ça. Pensez-y, sur Terre, on va chercher de l'aide, mais là-bas, ils sont seuls. Ils étaient donc extrêmement inquiets à ce sujet. Quand ils sont sortis le lendemain, le soleil était sur cette pente. Il faisait environ 13 degrés, puis ils devaient se rendre dans le cratère. Puis ils étaient préoccupés par une chose. Si la sonde qui était à l'intérieur du cratère continuait à glisser sur eux, puis ils s'approchaient et tout était parfait. La caméra de télévision présentait un intérêt particulier en raison du nombre de composants différents qu'elle contenait. Les scientifiques et les ingénieurs ont voulu savoir ce que 2 ans et demi d'exposition sur la Lune leur avait fait. Il y avait des optiques, du fil, de la lubrification, toutes sortes de métaux. C'est pourquoi cette chose semblait importante à ramener. Ensuite, les astronautes ont cherché d'autres choses qu'ils pouvaient ramener. Lorsque des éléments de Surveyor ont été ramenés sur Terre, les scientifiques ont fait ce qui semblait être une découverte stupéfiante. Ils ont trouvé à l'intérieur de l'appareil photo une bactérie commune, Streptococcus mitis. Cette bactérie avait-elle survécu à un voyage sur la Lune et de retour? Ou avait-elle été introduite en laboratoire? Nous avons découvert au fil des années depuis cette époque que la vie est très tenace et surgit même au fond de l'océan à partir des évents volcaniques. Que la sonde Surveyor ait ou non ramené des bactéries sur Terre reste un mystère non résolu, mais l'affirmation a souligné d'une manière nouvelle et sérieuse la question de la vie existante ailleurs. Dans les années qui ont suivi le premier contact avec la Lune, Mars est devenu un candidat de choix en tant que lieu où la vie microbienne pourrait avoir existé ou existe encore. Puis c'est sur Mars que la NASA et le JPL ont ensuite jeté leur dévolu. Puis peut-être qu'un jour, dans un avenir pas aussi lointain qu'on pourrait le penser, un autre astronaute se penchera à nouveau et touchera un explorateur robotique. Celui qui parcourait autrefois la surface de la planète rouge. Hey, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, le futur, ça commence maintenant.